Je parle à un réalisateur ou à un homme heureux? Tu parles à un réalisateur heureux. Ah ouais. Ouais. Tu pensais qu'un jour tu pourrais devenir un réalisateur heureux? Franchement. Non. Pardon. Et peut-être que c'est l'illusion du bonheur, mais l'illusion du bonheur et le bonheur, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que non, en faisant Oscar, là, d'abord j'ai vraiment eu le sentiment de m'exprimer avec une caméra et de la lumière pour la première fois. Et puis je racontais surtout une histoire qui me tient profondément à cœur. Et j'ai l'impression, avec ces premières projections avec le public, qu'elle est bien reçue comme je voulais la donner, quoi. Et est-ce que c'est pas pour éviter d'avoir à engueuler celui qui faisait l'adaptation cinématographique que tu l'as fait? C'est la question que je me posais. Écoute... Parce que là, tu peux pas dire c'est la faute à l'auteur. Non, mais je m'entends bien avec l'auteur. Ouais. C'est vrai que j'ai un avantage en tant que metteur en scène, je m'entends bien avec l'auteur. Mais tu sais, Tim Burton m'aurait demandé de faire le film, j'aurais donné. Almodovar m'aurait demandé de faire le film, j'aurais donné. Ce qu'il y a, c'est que Godard? Almodovar. Non, Godard. Godard, je sais pas. T'aurais négocié. Je sais pas. J'aurais été flatté, mais je sais pas. Ouais. Parce que je sais pas s'il a cette sensibilité à fleur de peau et cette espèce de sens du merveilleux qu'il faut pour faire Oscar. Mais voilà, le problème, c'est que depuis des années, c'était les producteurs qui me demandaient d'acheter les droits. Et moi, je vends pas mes droits à un producteur, je vends mes droits à un artiste. Donc, j'ai toujours dit non. Ouais. La question que je me posais, c'est comment tu as fait pour tenir le coup pendant le tournage? Alors là, bonne question, parce que ça n'a pas été facile. Régulièrement, je me tournais vers Virginie Saint-Martin, qui était ma chef opératrice, et je lui disais, Virginie, je crois qu'il faudrait appeler un gastro-entérologue, parce que je crois que j'ai vraiment des problèmes de reflux intestinal. Et à chaque fois, elle me disait, Éric, t'es ému. J'étais dans un état d'émotion constant. Et ça ne m'était pas, je dirais, pas arrivé avec une telle force. Parfois, Michel Larocque et moi, on sortait dans le couloir, hors du décor, pour pleurer un peu, pour se remettre, parce qu'il était hors de question de pleurer devant l'enfant. Et on avait dit qu'en plus que dans ce film-là, ce serait éventuellement le spectateur qui pleurerait, mais surtout pas l'actrice ni les acteurs. Et donc, voilà, on était confrontés à... On jouait, certes, mais on jouait des situations tellement fortes qu'on n'avait pas, tu vois, cette rigueur de l'enfant. Amir, l'enfant de 10 ans qui joue le rôle, il avait cette intelligence des enfants de savoir quand il joue et quand il joue pas. Nous, parce qu'on est des humains adultes avec des blessures, avec du passé, avec des trucs qui reviennent, eh ben, on avait du mal à détuiler le jeu de la réalité. Est-ce que quand tu réalises que tu es sur le plateau, tu te dis que Éric Emmanuel Schmitt a beaucoup de talent en tant qu'écrivain? Jamais. Tiens, on m'avait jamais posé cette question et moi je me l'étais jamais posée, mais très sincèrement, non, je suis pas du tout en train de regarder ce qu'il a écrit. Je suis en train de regarder si les acteurs vibrent de façon juste, si les corps sont justes, si la lumière va exactement là où il faut pour que le sens apparaisse. C'est quand le public ou les premiers journalistes ou les professionnels ont commencé à voir le film et qui sont sortis en me disant « Oh, quel magnifique dialogue !» que je me suis dit « Ah, mais j'avais pas une seconde. » Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des compliments qui te surprennent? Non, mais en général, dans la vie. Attends, D'abord, tu vieillis pas. Ça, c'était le premier compliment. Non, mais j'ai une bonne nature. J'encaisse bien les compliments. Tu peux y aller. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, les compliments, moi, ça me touche vraiment. Alors, j'ai l'air parfois de pas les recevoir, mais c'est parce qu'ils me touchent parfois tellement profondément que je fais merci, comme ça. Mais je suis en train de les mettre là pour les faire ressortir le soir et penser à ce qu'on m'a dit, si tu veux. Parce qu'il y a... Parce qu'on t'écrit pas assez de lettres d'amour, en gros. Si, ça bon, va. Ça va. Mais attends, ça va bien. Bon. Mais parfois, je me dis, tiens, peut-être que la personne qui m'a dit ça s'est pas rendu compte à quel point ça me faisait plaisir, parce que voilà, je me le mets comme un casse-croûte que je vais ressortir quand je serai tout seul. Tu vois. Des réserves pour le printemps, disait Léo Ferré. Voilà. Et pour terminer, la question que je pose à tout le monde depuis que j'ai ce petit objet de malheur, ou de bonheur, moi c'est surtout des bonheurs, c'est tiré d'une chanson de Léo Ferré, c'est une question. Qui donc réparera l'âme des amants tristes? Un nouvel amour. Non? Ouais, mais moi je pense immédiatement à Brel qui chantait, je sais déjà, à l'entrée de la fête, la feuille morte que sera le petit jour. Toi, t'es plutôt de voir demain.
Moi, oui, pour tout, de manière générale, si tu veux. Je pense qu'un grand amour ne doit pas condamner l'amour qui peut-être naîtra après celui-ci. Et puis surtout, j'aime pas l'acharnement thérapeutique en amour. J'aime pas les gens qui veulent sauver par orgueil, par convention sociale, par paresse, qui veulent sauver une histoire d'amour qui n'est plus qu'une histoire d'amitié ou une histoire de cohabitation ou une histoire d'argent. Et parce que peut-être que derrière, si ça s'essaye, il y a peut-être de l'amour derrière. Et ce qui est important, c'est que ça a existé. Oui, moi, de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est toujours aujourd'hui et demain. Après-demain commence à m'angoisser. Aujourd'hui et demain. Hier, pas tellement.